Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. En cette semaine où l'Union européenne tente de muscler son soutien à l'Ukraine et lui donner des perspectives dans la famille européenne. Celui qui a ébauché l'idée d'une confédération européenne à 36, c'est Enrico Letta, l'Italien qui dirige depuis mars 2021 le Parti démocrate et préside l'Institut Jacques Delors. Il préparait le terrain ces dernières semaines avec l'aval discret d'ailleurs du chef du gouvernement Mario Draghi, président du Conseil italien, sur cette idée de confédération reprise par Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur Letta, vous êtes en duplex avec nous depuis Rome. Alors, on va parler bien sûr de vos projets, mais on commence un peu toujours, d'ailleurs j'ai envie de dire ces dernières semaines, sur les questions ukrainiennes avec ces sanctions européennes, un embargo sur le pétrole russe très attendu cette semaine, attendu en vain, j'ai envie de dire. Les discussions pourraient s'éterniser d'ailleurs jusqu'au sommet européen extraordinaire des 30 et 31 mai des chefs d'État. Pourquoi un tel blocage ? C'est à cause des règles qu'on a pour décider, parce qu'on a encore ce droit de veto, ce maudit droit de veto, qui rend possible pour un pays de bloquer tout. Ce pays, dans ce cas, est la Hongrie, qui a décidé de se mettre dans une position négative. Je pense que c'est une erreur énorme, parce que, évidemment, ça donne l'idée à Poutine que nous, les Européens, on n'est pas sérieux, on est divisés, et donc il peut faire ce qu'il veut. Poutine ne entend qu'une raison, qui est celle de la force et de l'unité de ses adversaires. C'est pour ça que moi, je pense que cette semaine n'est pas une bonne semaine. Je pense qu'il faut relancer, et il faut que ce veto hongrois sur le 6e paquet de sanctions cesse immédiatement. Alors, la Commission européenne, elle veut un abandon progressif de tout le brut russe en 6 mois et de tous les produits pétroliers raffinés d'ici la fin de l'année, transportés donc par la mer ou par oléoduc. Cette mesure met dans l'embarras principalement, vous l'avez dit, la Hongrie, mais aussi la Slovaquie, la République tchèque, qui sont reliés à cet oléoduc Druzhba. Est-ce que finalement, ça n'est pas économiquement viable et possible que cet embargo que l'on demande aux pays européens ? Je pense qu'il soit nécessaire d'avoir des compensations pour ces pays, évidemment. Mais ce n'est pas quelque chose qui va coûter énormément. Ce qui coûte le plus, c'est le prix politique de ne pas être capable de décider. Et l'autre raison est celle de dire aux Hongrois, on va vous aider, mais vous ne pouvez pas bloquer tout. C'est une aide à Poutine en ce moment que Poutine naturellement ne mérite pas, et c'est quelque chose qui va contre les intérêts de l'Europe et les intérêts de l'Ukraine. Mais vous soulignez d'ailleurs le rôle de la Hongrie, de Viktor Orban, qui met son veto parce qu'il se sent proche de Poutine, parce qu'il est trop dépendant ou parce qu'il veut négocier un déblocage de plus de fonds européens de soutien. C'est quoi sa principale raison ? Je pense que les trois que vous avez cités sont toutes les trois vraies. Il est évident que le droit de veto donne à chaque pays la possibilité de faire du chantage. Quand on se trouve dans une situation comme celle aujourd'hui du 6e paquet de sanctions, chaque pays pourrait dire « moi j'enlève mon veto si vous me donnez ça ou ça ou ça ». Mais une Europe construite comme ça est une Europe totalement débile, qui n'a aucune capacité d'être efficace. C'est pour ça que, à côté de tout ça, il faut tirer leçon de cette crise et il faut appeler à une convention européenne pour éliminer le droit de veto et faire en sorte qu'on décide à la majorité. Parce que le droit de veto n'est pas normalement employé pour une raison d'intérêt général. Il est toujours employé par un pays pour une raison d'intérêt très spécifique et particulier, qui est une raison qui va contre l'intérêt général. Donc le droit de veto est contre l'Europe, est contre l'intérêt européen. Alors, Enrico Letta, au chapitre hongrois justement, bien avant que la guerre n'éclate en Ukraine, donc certains pays comme la Hongrie ont récemment critiqué l'Union européenne pour son manque d'action et surtout son manque d'aide financière au plus fort de cette crise migratoire de 2015, la précédente. Donc, Sophie Samaï et Georgina Robertson ont démêlé le vrai du faux. L'Union européenne n'a-t-elle donné aucune aide à la Hongrie pour faire face à la crise migratoire ? Dans un post Facebook publié le 23 mars dernier à la veille du sommet de l'OTAN et de l'Union européenne à Bruxelles, la ministre de la Justice hongroise Judit Varga a fait une déclaration catégorique.
Lorsque nous avons arrêté la migration, conformément aux conventions internationales, nous n'avons reçu aucune aide de l'UE. Pourtant, entre 2014 et 2020, l'Union européenne a apporté un soutien financier important aux efforts de protection des frontières hongroises. 110 millions d'euros versés pour aider à la gestion des frontières, à la sécurité intérieure et aux tâches liées à la migration. La Hongrie a aussi demandé et reçu une aide d'urgence de l'UE à 4 reprises. Ainsi, en 8 ans, l'Union européenne a mis à disposition un total de 137 millions d'euros, soit environ 45 milliards de forints pour la gestion des migrations touchant la Hongrie. Pour se justifier, la ministre hongroise a par la suite déclaré que son message faisait uniquement référence à la clôture frontalière installée sur la section sud du pays, dont la construction n'a effectivement pas été financée par l'Union européenne. Érigée en 2015 contre l'avis de l'UE, cette barrière métallique est aujourd'hui très controversée en Europe. Alors je rappelle, Enrico Letta, que votre pays, l'Italie, était en première ligne d'arrivée justement de cette grande crise migratoire de 2015. L'Union européenne, elle n'a vraiment pas aidé les Hongrois à cette époque et on ne les aide d'ailleurs pas aujourd'hui face aux réfugiés ukrainiens. Bon, votre service a été très bien et très efficace. Ça démontre que c'est du faux, mais c'est typique du populisme, s'en prendre toujours à l'Union européenne en espérant que personne ne réponde ou personne ne dise la vérité. Là, la vraie vérité, c'est que les pays de premier accueil ne manquent pas d'aide financière par les autres. Mais ce que je conteste, c'est le fait que ce n'est pas l'aide financière qui va résoudre les questions migratoires. C'est seulement la capacité de redistribuer dans tout le territoire européen. On est 500 millions. Quand il y a une crise avec quelques milliers de personnes, si vous êtes capable de distribuer cette pression dans les 500 millions, c'est évidemment plus simple à gérer. Et c'est ce que les Hongrois ne veulent pas, ce que d'autres pays européens ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas de différenciation, de diversité et d'intégration. Alors que moi, je pense que la seule façon de gérer l'intégration, l'immigration, est effectivement avec une capacité d'intégration bien distribuée sur le territoire. Mercredi dernier, la Finlande et la Suède ont soumis leur demande d'adhésion à l'OTAN, mais j'ai envie de dire la peur au ventre. Elle risque des représailles de Moscou, selon vous ? J'espère que non. J'ai rencontré la première ministre finlandaise. Je pense que la Finlande et la Suède ont fait un choix important. Et le fait que ce choix ait été un choix commun, que nous tous, en Italie, on l'a rencontré pour lui dire comment on va soutenir ce choix, démontre qu'il y a une solidarité européenne, surtout avec le pays qui a le plus de frontières avec la Russie, parce que la Finlande, avec ses 1300 km et plus de frontières, est un pays qui vraiment a un problème là-dessus, et il faut les aider. Et l'Europe, c'est ça, la solidarité entre pays, et dans ce cas, le fait que ce soit l'OTAN, je pense que c'est un choix important qu'ils ont fait. Je ne crois pas que les Russes vont riposter. Je pense qu'ils vont comprendre rapidement que c'est à cause de leur faute. Ils ont fait complètement basculer une opinion publique qui était contraire à l'entrée dans l'OTAN et qui aujourd'hui est totalement favorable. Néanmoins, la Finlande, elle a ressenti quelques petites cyberattaques. Vous aussi, d'ailleurs, en Italie, alors que votre pays accueillait les demi-finales de la grande finale du concours et la grande finale du concours de l'Eurovision de la chanson, la police annonce avoir lutté et repoussé plusieurs cyberattaques provenant de groupes pirates pro-russes. Et ça concernait aussi votre ministère de la Défense et votre Sénat. Ça peut nous faire très mal, toutes ces cyberattaques, non ? Oui, ça peut faire du mal. C'est une des raisons de plus pour être costaud et pour être capable de réagir et de nous défendre. Parce qu'il est évident que la capacité russe de brouiller, de créer des problèmes est une capacité qui existe. Ils l'ont déjà démontré. Et c'est pour cela qu'il faut réagir, se défendre et bien s'organiser.
Alors la Commission européenne, elle a abaissé sa prévision de croissance économique à 2,7% et sa prévision d'inflation, elle a grimpé à 6%. Effectivement, en plein conflit avec la Russie, un conflit indirect, j'ai envie de dire, est-ce que notre ligne rouge, c'est qu'on veut justement pas d'un conflit direct, mais c'est aussi, on ne veut pas d'une récession en Europe et ça s'arrête là aussi nos efforts? Non, il faut que ça ne s'arrête pas là, il faut que ça dépasse cette ligne rouge parce qu'elle est en fait dépassée par les événements. Je pense qu'on est très proche d'une nouvelle récession en Europe. On est très proche à cause du fait que l'effet des prix de l'énergie est un effet qui crée des conséquences très très graves à l'économie réelle. On commence à voir ces dégâts, les dégâts sur nos sociétés, sur le chômage et les dégâts sur la capacité de productivité. Donc, moi, je pense que l'Europe doit être plus efficace. On s'attend du sommet du 30-31 mai, une capacité de l'Europe d'être beaucoup plus efficace, surtout sur le domaine de l'énergie. Il faut mettre un cap au prix de l'énergie au niveau européen. Si on ne met pas ce toit, on va être dépendant encore de toutes la volabilité, la flexibilité et les troubles liés à la question du pétrole, du gaz russe. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on intervienne tous ensemble. On est plus fort si on est ensemble. Et c'est pour ça que l'Europe ne doit pas se limiter à assister, à être spectateur, mais doit intervenir ensemble pour limiter les conséquences négatives de la crise sur les familles et sur les entreprises. Alors parlons de votre grande idée, la Confédération européenne. C'est en partie une idée qui avait été émise sans succès d'ailleurs par le président français François Mitterrand en 89 après la chute du mur de Berlin. Là, il y a une différence de taille. Il n'est plus question d'y associer comme le souhaitait à l'époque François Mitterrand la Russie. C'est plutôt d'ailleurs un instrument dirigé contre la Russie, non ? Oui, moi j'étais étudiant à l'époque quand Mitterrand avait lancé cette idée. Je l'avais trouvée tout de suite très bonne. C'était une façon de donner tout de suite un lieu multilatéral à créer cette famille européenne pour accueillir les pays candidats de l'époque, les pays de l'Est, d'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie, les autres. On n'a pas fait ça, ça a été une faute. Et on a créé une séquence de promesses, attentes, et frustration, parce que 12 ans, 14 ans, 16 ans pour l'adhésion de ces pays a été très compliqué à gérer. Aujourd'hui, on est dans la même situation avec l'Ukraine. Beaucoup de promesses, énormes attentes et le risque d'une énorme frustration quand on va leur dire qu'il faudra une dizaine d'années pour entrer dans l'Union européenne. Donc l'idée est celle de créer tout de suite, on peut le faire sans changement de traité, un peu comme on l'a fait à la création du G20. On peut créer tout de suite cette première réunion des 36, donc les 27 pays européens, plus 9 pays candidats comme l'Ukraine ou les autres candidats, l'Albanie, la Macédoine du Nord. Eux aussi, ils ont des droits. Des dirigeants albanais m'ont dit il y a quelques jours, mais faut-il attendre que les Russes nous envahissent pour avoir le droit d'être actifs dans l'Union européenne? Donc, il faut créer cette confédération. Cette confédération devrait avoir comme compétence la création d'une zone de libre-échange et une compétence de participer ensemble à un espace de état de droit commun. Ça voudrait dire faire entrer ces pays tout de suite dans la famille européenne et à côté de ça, faire en sorte que le parcours pour que leur entrée dans l'Union européenne ne s'arrête pas, ne soit pas un parcours trop long, mais soit le parcours avec les temps qui sont nécessaires. Donc, les deux parcours pourraient être ensemble et ça pourrait donner tout de suite une réponse à leur demande d'entrer dans la famille européenne. Alors, c'est vrai que du coup, les chefs d'État et de gouvernement se verraient au sommet, comme vous dites, puisque ça crée du lien. Vous dites, les 9 en plus des 27 et peut-être même, on ne sait pas, alors est-ce qu'on inclut les Britanniques qui viennent de sortir, les Suisses, voilà, est-ce qu'on peut élargir encore à tous ceux qui sont plus ou moins dans la famille européenne? Ça, c'est pas très clair, je crois. En tout cas, ce qu'il y a de vrai, c'est que le président Zelensky, il n'est pas particulièrement intéressé par cette enceinte. Il dit qu'au contraire, ça ressemble à un siège de deuxième zone dans la salle d'attente d'un élargissement et d'une adhésion de plein droit.
C'est pour ça qu'il faut clarifier le fait que tout ça, ça ne va pas ralentir l'adhésion à l'Union européenne. Mais les Ukrainiens vont rapidement comprendre que l'adhésion à l'Union, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Pour la Pologne, ça s'est fait en 12 années. Et donc, il est évident que pendant que cette négociation pour l'adhésion se passe, il faut créer un lieu dans lequel ils peuvent être dans une enceinte multilatérale dans laquelle on discute ensemble. Et je pense que ça peut être aussi, mon idée est celle de, si cette confédération marche, d'étendre cette invitation aussi à la Suisse, aussi à la Norvège et pourquoi pas aussi au Royaume-Uni. Ça pourrait être Et la là Turquie aussi une façon... qu'on oublie peut-être dans le... Et pourquoi pas renouer un discours avec la Turquie. Ce serait une possibilité de démontrer un leadership européen et de créer le lieu où l'état de droit, les démocraties européennes se retrouvent et créer cette zone de libre-échange sans mettre en question l'Europe, l'Union européenne, parce que moi je crains beaucoup le fait qu'on puisse imaginer aujourd'hui une discussion sur une entrée accélérée qui puisse prendre 6 mois ou 1 an de l'Ukraine, parce que ce ne sera pas possible et les frustrations en conséquence de ça vont être majeures parmi les Ukrainiens. Alors que si on fait les deux choses ensemble, une adhésion, une négociation pour leur adhésion bien faite, avec le temps qui est nécessaire, mais en même temps les faire entrer tout de suite dans la Confédération européenne, je pense que ça a du sens et je pense que c'est la bonne idée. Merci Enrico Letta d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour une plage d'informations.